La première erreur que font les mecs, c'est qu'ils vont se tenir trop loin de la fille qu'ils veulent séduire et ils vont quand même essayer de la toucher. Nicolas Dolto est coach en séduction. Donc par exemple, parce qu'ils sont intimidés, ils vont se tenir à cette distance-là et ils vont parler en disant « Salut, ça va ?» Ouais. Vous voyez, on a une distance qui est beaucoup trop longue. Et la façon qu'ils vont avoir de toucher n'est pas du tout naturelle. Par exemple, ils vont mettre leurs mains, ils vont faire « Ah !» Malaise. Ouais, gros malaise. Et un contact physique au début, si vous voulez être tactile et vous voulez que ça ait l'air naturel, vous devez faire des contacts physiques qui sont très brefs. La personne en face ne doit presque pas s'en rendre compte. La deuxième erreur que les mecs vont faire, c'est qu'ils vont absolument chercher un prétexte pour avoir un contact physique avec elle. Genre là, par exemple, t'as des bracelets, ils vont faire « Oh, waouh, c'est beau ça vient d'où de C'est Thaïlande vrai, ou... ça m'est Ah, déjà t'as un tatouage? Attends, c'est quoi ça ?» Oui, et ils vont toucher comme ça, ils vont manipuler, ils vont être là, ils vont tripoter ta main pendant 5 minutes. Les filles le savent quand vous faites quelque chose comme ça, parce que elle sait très bien que tu sais très bien que j'en ai rien à foutre du bracelet. C'est clair. Gilles Lipovetsky, vous êtes philosophe, sociologue, et votre dernier livre, Plaire et toucher, un essai sur la société de séduction, se propose, entre autres, de réhabiliter, d'une certaine manière, la séduction, sans pour autant, et c'est ça qui est étonnant, réhabiliter la tromperie. Parce que c'est vrai que dans l'esprit et dans la perception collective, dans l'esprit commun, on se dit que la séduction est une fourberie, est une imposture, est une façon de montrer des plumes qui ne correspondent à aucun fond. Comment réhabilitez-vous la séduction? De quelle manière vous y prenez-vous? Et d'abord, il faut bien voir que pendant la plus longue partie de l'histoire de l'humanité, l'idée que la séduction, c'est de la tromperie, quelque chose de néfaste, c'est complètement ignoré. Depuis Platon oui, pensait ça. Platon, exactement. Mais Platon, c'est nous. L'aventure de l'humanité, c'est Homo sapiens, c'est 40 000 ans. C'est même les premières. Ah donc quand vous parlez d'histoire de l'humanité, vous allez en amont de la Grèce athénienne. Bien entendu. L'humanité commence pas avec Platon. Non. L'observation des sociétés du Paléolithique montre très bien que les rituels, les signes de séduction, les danses, les chants, les habits, les coiffes, etc., étaient des rituels obligatoires. C'était absolument pas quelque chose de condamné. Mais alors c'est vrai qu'à partir de Platon, on a cette problématique que je dirais morale, Oui. hein, et qui dit Une que critique du faux semblant. Une Absolument. critique du maquillage, une C'est critique ça. de l'apparaître et donc une critique du déguisement. tout à fait, en même temps que la sophistique ou la rhétorique et la cuisine d'ailleurs, dit Platon. C'est vrai. Ce sont les figures de flatterie, de tromperie, de dissimulation. Ceci est une affiche extraite de Blade Runner 2049, et pourtant, on est toujours chez Platon. On a ici un hologramme qui essaye à toute force de séduire un client éventuel, qui en l'occurrence est un répliquant, mais ça c'est une autre histoire, mais qui essaie de le séduire. Or, elle est elle-même, si j'ose dire, virtuelle, elle n'existe pas vraiment. Oui. Mais c'est une des figures de la séduction, mais au plus profond, je dirais que c'est pas le modèle platonicien qu'il faut défendre, c'est un modèle nietzschéen. C'est-à-dire ? La séduction, c'est une manière d'augmenter le pouvoir naturel des êtres. La séduction, elle ne naît pas, comme on l'a cru, uniquement avec des artifices. C'est une déformation, ça. En réalité, l'humanité et même l'animalité existent avec la séduction. Donc il y a deux écoles. Il y a l'école platonicienne qui sépare la vérité de l'apparence, si j'ose dire, ou l'école rousseauiste d'ailleurs, qui sépare l'être du paraître avec la politesse que Rousseau déteste, et puis l'école nietzschéenne qui refuse de séparer les deux, qui au fond considère que le fond d'un être est inséparable de ce qu'il montre. Oui, mais l'essentiel ici, c'est qu'en fait, la séduction ajoute de la séduction à la séduction. Et je pense que ça entre dans ce que Nietzsche aurait appelé la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est pas forcément la volonté de dominer les autres, c'est la volonté de se sentir davantage. De manière, je dirais, ontologique, les signes de séduction sont destinés à l'emporter sur les autres, aussi sur les concurrents, pour renforcer son attrait, ajouter de l'attrait à l'attrait, parce que les êtres humains, par leur corps lui-même,
ont déjà des formes d'attraction, ce que les biologistes appellent des attracteurs sexuels. Comment les animaux et les premières formes d'humanité ont-elles pu vivre? Il a bien fallu qu'il y ait une attraction. Et cette attraction, elle ne venait pas forcément d'artifice. Elle venait des plumages chez les animaux, mais chez les êtres humains avant Homo sapiens. Donc il y a bien eu des attractions entre le mâle et la femelle. Donc il y a des attracteurs. On va aller du côté de ces attractions fondamentales et du plus grand des écrivains, c'est-à-dire Marcel Proust, à mon sens en tout cas, qui en fait quasiment la raison d'être de nos comportements. On est au début de Sodome et Gomorrhe, qui est le 4e volume de La Recherche du temps perdu. On est à l'extrême centre du livre, et le narrateur et le spectateur témoin d'un spectacle étonnant où il voit le baron de Charlus et le giletier Jupien qui se rencontrent pour la première fois, qui se reconnaissent sans se connaître et qui improvisent un ballet incroyable que aucune technique ne parviendrait à régler, qui est un ballet parfait, qui est un jeu de séduction. Et Proust compare ça à l'orchidée, il compare Jupien à l'orchidée et le baron de Charlus au bourdon providentiellement survenu comme un fait naturel. On pourrait aussi alors le voir d'une autre, peut-être aussi d'une autre manière. Traditionnellement, dans la perspective morale, la séduction n'est qu'un outil au service du désir de conquête, etc. Non, il y a on va en aucun politique problème. d'ailleurs, on va en parler après. Oui. Absolument, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que ce n'est qu'un aspect du problème, qu'il faut inverser les choses. La séduction n'est pas un outil. Elle est la condition du désir. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir sans séduction. Sans séduction. Lorsque vous désirez quelque chose, c'est parce que vous êtes séduit par quelque chose. Malraux dit quelque part dans un de ses textes magnifiques, il dit « Un peintre, c'est pas quelqu'un qui aime les paysages, c'est quelqu'un qui aime les tableaux. » Autrement dit, c'est quelqu'un qui a été séduit par la peinture. Et cette séduction de la peinture crée le désir de peindre. Et cela est vrai pour toute chose. C'est parce que quelque chose vous séduit que du coup vous entreprenez, que vous faites quelque chose. La séduction n'est pas une représentation, n'est pas un outil, elle est une machine. Mais elle est un moteur producteur, elle est un moteur qui engendre le désir et de faire des choses. Mais si je suis votre argumentation, si la séduction est un moteur, si elle est première d'une certaine manière. Absolument, elle est première. Si elle est première, ça veut dire qu'elle ne relève plus de l'intention. Ça veut dire qu'on peut séduire sans y penser. Ça veut dire qu'on peut séduire malgré soi. Et que donc le séducteur, ou plus exactement le séduisant, n'est pas toujours un séducteur. Absolument. D'ailleurs, ça a été bien souvent noté que les grands séducteurs, ceux qui séduisent, ne cherchent pas à plaire. Ce qui, encore une fois, complique le modèle de la séduction tromperie. Alors, toujours dans Sodome et Gomorre, on est au début de Sodome et Gomorre, c'est vraiment extraordinaire, on ne s'en lasse pas. L'ancien giletier, donc Jupien, contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant, tout en posant avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisait saillir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée, bon ici c'est un hibiscus, pour le bourdon providentiellement survenu. Qu'y a-t-il de délibéré chez celui qui, étant séduit par un autre homme, par exemple, cale son comportement, son mouvement, mais de façon spontanée, sur le comportement de l'autre, sans qu'il y ait là-dedans une volonté, une intention, quelque chose. J'ai fait une longue présentation sur ce que je pense être l'essence profonde de la séduction, mais tout ce que vous dites sur les poses, etc., existe aussi. Donc, il y a, si vous voulez, cet aspect de théâtralité, de mise en scène de soi, c'est une dimension qui existe. Donc, le désir de plaire entre dans la séduction, mais pas complètement. Exactement. Quid, si j'ose dire, alors, des dangers afférents à la séduction, c'est-à-dire de cette ambivalence autour de la notion de séducteur, au fond de la question de savoir si le séducteur n'est pas un prédateur. Comment comprenez-vous cette problématique? Alors, cette problématique, elle est très d'actualité. À l'heure où nous parlons, on est en plein balance ton port, le mot-clé, hashtag balance ton port, etc. Et on va en parler avec Sandrine Rousseau dans un instant. Mais justement. Si vous voulez, pour donner des repères,
il me semble que à partir du XVIIe siècle, il y a ce grand revirement qu'on appelle la culture galante. Et la culture galante pose que la séduction est quelque chose qui est un progrès, en tout cas pour l'existence des femmes, parce que la manière de les conquérir doit exclure toute forme de grossièreté, d'agressivité, de goujaterie. Et la séduction, en ce sens-là, le séducteur ne peut pas être un prédateur, parce que le séducteur ne doit prendre de la femme que ce qu'elle veut bien lui donner. Ouais, et c'est à dessein que je dis ouais, avec un M devant. Hume, le philosophe écossais David Hume, au XVIIIe siècle, justifie la galanterie au nom, dit-il, ce sont ses propres termes, de l'infériorité du sexe féminin. Il peut y... Infériorité Tout à fait, oblige, dit-il. Tout à fait. Mais cette infériorité, exactement, mais de toute façon, il y avait cette infériorité dans l'ordre social, mais le code de la galanterie a permis d'établir une connivence, un jeu, des formes de respect. Bien sûr, l'homme est posé comme l'être supérieur dans ce cas-là, mais n'empêche qu'il s'agenouille, il demande des faveurs à la dame, il ne les prend pas. Sandrine Rousseau est maître de conférences en sciences économiques à l'université Lille 1 et femme politique anciennement engagée dans le parti Europe Écologie Les Verts. Bonjour Sandrine. Vous êtes l'auteur, l'autrice, je ne sais pas comment il faut dire maintenant, d'un ouvrage intitulé « Parler », dont l'objectif, et je dois dire que c'est une réussite, est de libérer la parole des femmes en l'occurrence, qui subissent des agressions dont elles ne parlent pas. Que pensez-vous de cette ambivalence du séducteur qui peut se vivre, non pas comme un prédateur, mais comme un galant homme, et qui peut avoir un comportement qui, aux yeux de celle qui le reçoit, celle ou celui qui le reçoit, peut être vécu comme une agression? Dans ce que vous disiez tout à l'heure, la limite à mes yeux, c'est la question du doute et de l'écoute. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la séduction, et qu'on est dans le doute, et dans le doute de son pouvoir de séduction sur l'autre, et qu'on est dans le doute de la réaction de l'autre, tant qu'on est dans l'écoute aussi et l'attention à l'autre, on est dans la séduction. L'agression, les violences commencent quand on n'a plus de doute sur sa capacité à séduire, c'est-à-dire qu'on est sûr de sa capacité à séduire, et quand on n'est plus dans l'écoute de la réaction de l'autre et que finalement ça n'a plus d'importance. Et la violence, elle arrive à ce moment-là. Mais comment est-ce que vous comprenez à ce moment-là tous ces moments romanesques, filmés 100 fois, racontés 1000 fois, etc., où tant de non précèdent un oui de bon cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Qui convient d'ailleurs forcément à celui qui en est le bénéficiaire, celle ou celui qui en est le bénéficiaire. Où tant de non précèdent un oui. Elle disait non, elle voulait dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous inspire cette rhétorique? Parce que, pardon de le dire comme ça, il y a aussi des cas de figure où c'est vrai. Il y a des cas de figure où c'est vrai, mais en fait, quand le non veut dire non, il faut l'entendre. Et quand il y a des silences aussi qui veulent dire non, et il faut savoir les entendre. Et c'est pour ça que l'écoute, elle est importante. Parce que entre un jeu de séduction où, en effet, on peut être dans des jeux de rôle, et un non qui juste veut dire non, eh bien, pour ça, il faut avoir tous ses sens en éveil, et il ne faut pas être centré sur son propre désir, mais en fait, il faut être centré sur le désir de l'autre. Et c'est ça qui, à mon avis, fait la différence entre les dominants, les agresseurs, et ceux qui sont uniquement dans la séduction. Ceci dit, dans les films, il y a aussi cette culture selon laquelle on peut prendre le corps des femmes. Et il y a beaucoup de scènes où on prend le corps des femmes. C'est filmé de manière romanesque, mais en fait, si ça se passe dans la vraie vie de cette manière-là, ce sont des agressions sexuelles. Que vous inspire la figure de Don Juan, ici incarné par Michel Piccoli, dans le film de Marcel Bluval, Don Juan est une figure ambiguë. Certains présentent Don Juan comme ce qu'on appelle un tombeur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait tomber les gens. D'autres, Camus par exemple, le présentent au contraire comme un éducateur, un élévateur, c'est-à-dire quelqu'un qui révèle à chacun l'amour dont il est capable, la liberté dont il est capable, et qui, d'une certaine manière d'ailleurs, n'a pas besoin de pousser sa logique jusqu'à la consommation. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que dans un monde où justement on sait faire la distinction entre les violences et la séduction, eh bien, on est dans un monde très libre, en fait. Et un Don Juan pourrait très bien être un séducteur comme ça. Dès lors que les femmes ne disent pas non,
On peut tout à fait avoir autant de conquêtes qu'on le souhaite, et il peut être même libérateur de certains désirs, et très bien. Mais ça ne peut se faire qu'à partir du moment où les femmes n'ont pas peur. Si ces femmes-là n'ont pas peur et n'ont pas honte de dire non, alors Don Juan peut faire autant de conquêtes qu'il le souhaite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, il est possible que des femmes n'osent pas dire non, qu'elles soient juste dans le silence, et que Don Juan, dans ses élans amoureux, ne se rende plus compte que les femmes, en fait, ne disent pas oui. Et c'est ça le sujet pour Et moi. est-ce que, Gilles Lipovetsky, dans cette société où les femmes n'osent pas dire non, le danger n'est pas qu'on passe à une société où les hommes n'osent pas poser la question? Je me permettrai de vous dire que c'est au contraire, on est dans une société où précisément les femmes maintenant osent dire non, et même elles le clament. Et votre livre en est d'une bonne expression. C'était probablement autrefois où c'était très difficile de le dire. Nous sommes là dans une époque où justement la parole des femmes se libère, et où précisément ce qui allait de soi ne va plus de soi. Que les hommes étaient des dragueurs, des séducteurs, c'était une évidence. Aujourd'hui, ça l'est moins. Et en tout cas, tous les moyens ne sont plus reconnus, et que c'est ça qui me paraît d'ailleurs une très bonne chose, parce que, encore une fois, moi je pense qu'il faut séparer de manière très nette ce qui relève de la séduction, avec tout ce que ça implique de charme, de plaisir, de jeu, de langage. D'indécision délibérée. D'indécision, mais pas nécessairement. Non, mais- Et la violence de l'autre. Sandrine? Mais dans la séduction, ce sur quoi on exagère, ce sur quoi on met l'accent, c'est sur des qualités supposées que l'on a nous. On ne prend pas possession du corps de l'autre contre son gré. C'est ça le sujet. C'est que dans la séduction, quand on est dans une relation de séduction, on exagère ses qualités. Et donc on se trompe soi-même pour tromper l'autre, en quelque sorte. Mais on ne trompe pas l'autre sur son corps. C'est-à-dire qu'on trompe l'autre sur soi-même, sur sa personne. Est-ce On qu'il dit, y a pas un voilà, problème de j'ai lexique plus derrière de tout ça? qualités. C'est pas sûr qu'on le trompe. Mais, on pardon, attise son désir. On attise son désir. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lexique derrière ça, c'est-à-dire la représentation comment dire, d'une séduction qui parvient à ses fins, comme une conquête, par exemple? Est-ce que le simple fait de le présenter comme une conquête n'est pas une façon de faire de l'objet de la séduction, de l'être qui fait l'objet d'une entreprise de séduction, il y a tout simplement une sorte de camp retranché qu'il s'agirait de conquérir et dont il faudrait abattre les remparts? Oui, mais la conquête de l'autre n'est pas un mal. Elle est nécessaire à la vie. Et quelle serait la vie sans cette conquête? Sandrine, la conquête. Mais la Vous êtes conquête, conquise par cet argument? la conquête dans le respect de l'autre. Ben, Et c'est ça. bien entendu. Non, C'est mais ça, c'est mais la conquête. Non, mais c'est la vraiment le sujet. Pour moi, c'est le respect. La frontière, c'est le respect. La- Mais alors du coup, ce que Gilles disait tout à l'heure de la galanterie, c'est-à-dire la galanterie, C'est du respect. c'est du respect, je vous l'efface, je vous laisse passer, etc. Mais c'est plus que ça. Mais- Ça, c'est pas vrai. Je veux juste la reformuler- je galanterie, veux juste- c'est mais je pas veux juste que pour le que- geste d'ouvrir la porte. Bien sûr. Et je voudrais que tout le monde entende que l'axiome, enfin le principe sur lequel la galanterie repose au XVIIIe siècle, c'est quand même l'infériorité du sexe féminin. C'est ce que brandissent les tenants de la galanterie. Et il y a des tas de féministes Oui. aujourd'hui qui disent, j'ai pas budget, qu'est-ce que c'est que cette galanterie? Je paye mon Non, repas, mais je suis pas obligé. d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette idée de la supériorité masculine, elle est millénaire. Oui. Mais la galanterie, elle date du XVIIe. Donc on ne peut pas uniquement tout expliquer à partir de là. Il y a une civilisation du rapport entre les hommes et les femmes. Et c'est ça, la galanterie. D'ailleurs, à l'époque, Madame de Rambouillet prône que la galanterie, c'est une manière de débrutaliser les hommes. Et donc, dire qu'il y a de la différence homme-femme, ça me paraît une chose qui n'est... Est-ce que l'erreur n'est pas de hiérarchiser cette différence, Sandrine, peut-être? Et la galanterie, elle met aussi à distance les hommes et les femmes. Il y a plein de règles de galanterie qui Bien sûr. mettent de l'espace entre les hommes et les femmes, précisément pour respecter le corps des femmes. Alors, je voudrais, non pas qu'on change de sujet, mais on envisage depuis le début la séduction sous la forme d'une relation entre deux individus. Qu'en est-il d'une séduction à l'échelle collective? La France est tombée amoureuse de son nouveau président, à l'heure où nous parlons, c'est Emmanuel Macron, en mai 2017. Il a emporté le morceau alors qu'un an plus tôt, il n'existait pas publiquement. Donc il s'est là passé quelque chose. On a ici Angela Merkel, qui est dans un rapport tactile, plaire et toucher, c'est le titre de votre livre, Gilles Lipovetsky, dans un rapport tactile aux individus, et qui accepte
de sortir du régime professoral ou pédagogique de la conviction pour entrer dans celui plus fin de la persuasion, du toucher. Comment comprenez-vous cette image, Gilles Lipovetsky? Moi, la réflexion que me suggère cette image ou la séduction politique, c'est que la séduction, ce n'est pas uniquement la séduction érotique. La séduction, elle accompagne la vie. Et on peut être séduit par tout, absolument tout, y compris des êtres non séduisants par leur personne. Socrate est un des grands C'est le parangon séducteurs, de la séduction. Mais absolument. Mais revenons-en quand même à la politique, à la question alors, politique. Sandrine Rousseau, vous avez été vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Vous avez une expérience politique incontestable. Et vous savez ce que c'est aussi que de plaire, c'est pas un gros mot, aux électeurs, aux gens dont on brigue les suffrages. On ne parle pas qu'à leur raison, aux électeurs. On s'adresse aussi à leurs instincts, à leurs plaisirs. On essaie d'être associé à des images agréables. Est-ce qu'on n'est pas dans une falsification, là ? On est dans la séduction pure, c'est-à-dire qu'on augmente ses qualités pour convaincre les personnes de voter pour soi. Mais là, on est dans une séduction libre, c'est-à-dire que les personnes ne sont ni sous la violence, ni contraintes, ni sous emprise. Elles sont libres d'être séduites ou pas. Le sont-elles autant que ça? Parce qu'après tout, Angela Merkel, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, Angela Merkel. Elle est aussi recouverte par l'image qu'elle a d'elle-même. C'est une personne publique. Les gens rentrent chez eux le soir et se disent « je vais serrer la main ». Oui, mais après, quand ils vont voter, ils sont complètement libres de voter ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés séduire, et c'est très bien, parce qu'il faut se laisser séduire, mais après, ils ont toute leur liberté. Ils n'ont jamais perdu leur liberté à aucun moment. Et c'est la limite de la séduction et de la violence, c'est que quand on passe dans la violence, on restreint la liberté de l'autre de dire non. Là, il n'y a personne dans l'Assemblée dont la liberté est atteinte. Mais de la même façon que la séduction fait peser le risque de la violence, est-ce que la séduction en politique ou la persuasion en politique ne fait pas courir le risque de la démagogie? C'est une évidence. Si on faisait une vraie histoire de la séduction en politique, ça remonterait très loin. Et il y aurait des figures... détestables. Prenons Hitler. Oui. C'est une figure tout à fait caractéristique. La séduction devenait même de la fascination. Mais à la différence des leaders des sociétés plus contemporaines, il exerce son pouvoir de séduction ou de fascination sur les masses allemandes sans charme. Tandis qu'à partir de, disons, de Kennedy, pour dire les choses simplement, on a ce qu'on appelle des leaders de charme. Sandrine, la différence entre Hitler et Kennedy, c'est le charme. Hitler essaie, enfin, il ne va pas dans le sens du peuple, il impose ses vues, il impose son autorité, et c'est ça qui crée son charisme. Le leader de charme, il joue sur d'autres ressorts. Mais le résultat final, c'est que de toute façon, il y a en effet des affects, des mouvements de séduction qui s'opèrent, mais qui peuvent s'opérer par des processus extraordinairement différents. Trump lui-même, indéniablement, il a séduit les petits blancs menacés par la mondialisation. Il a indéniablement séduit, alors que Hillary Clinton n'a pas réussi. Sandrine, vous avez le mot de la fin. Pesez vos paroles. C'est grave. Sur Hitler, il avait du charisme au début, et puis après, il a imposé par la violence sa montée au pouvoir, quand même, il faut rappeler ça. Mais ce que vous dites à la fin est intéressant sur Trump et Hillary Clinton, et d'ailleurs, ça renvoie à Angela Merkel. Les hommes politiques ont beaucoup plus de facilité à séduire que des femmes politiques. Et la question de la séduction pour les femmes politiques est vraiment très problématique. Oui. Et on voit d'ailleurs que Angela Merkel, finalement, s'est mise dans le sillon d'Helmut Kohl pour gagner le pouvoir, et que c'est une fois en place qu'elle a réussi à séduire le peuple allemand, et ça n'était pas au début. Et Hillary Clinton n'a pas réussi à rentrer dans ce jeu de séduction, mais c'est un jeu qui est vraiment très complexe pour les femmes politiques, parce qu'on les renvoie en permanence justement au sexe faible, à la faiblesse de faiblesse présumée, hein. Voilà, de leur position symbolique où elles devraient être séduites, alors qu'elles se placent en séductrices. Et c'est extrêmement compliqué dans la démocratie de faire comprendre qu'une femme peut être en situation de séduire politiquement pour avoir le pouvoir, et ça fait partie de ces choses qu'il faut faire évoluer dans la société pour que des femmes ne restent pas dans la situation d'être séductrices. Parce que là, en fait, elle séduit comme une maman.
En fait, c'est la séduction de la maman qui protège, qui Et assure. Ségolène Royal n'avait pas du tout la même stratégie de séduction, par exemple. Et c'est vraiment très ambigu chez les Ségolène femmes. Royal séduisait les gens en essayant de marcher sur l'eau pendant sa campagne présidentielle. Oui, ça, mais c'est les une électeurs autre ont histoire. beaucoup de mal à comprendre le jeu politique. Le jeu pour politique les- et, pour les femmes. et le fait de marcher sur l'eau. On arrive à regret au terme de cette discussion. Un terme provisoire. Je veux juste, parce que je mentirais par omission à nos spectateurs si je ne le disais pas, rappeler, signaler que Sandrine Rousseau, vous êtes présidente de l'association Parler, donc une association d'aide aux victimes de violences sexuelles, et que le site auquel chacun, on peut renvoyer chacun, c'est suis-je seul à la fin, hein, suis-je seul .org. Voilà, vous pouvez vous y référer. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. C'était un bonheur de vous parler. Ce qui est bien avec la question de la séduction, c'est qu'elle contraint à établir des nuances. Par exemple, la différence entre séduire et harceler, entre oser et forcer, entre plaire et tenter de plaire. Ces nuances sont parfois très fines, mais toujours essentielles à saisir, parce que celui qui ne les comprend pas ne comprend pas non plus le mal qu'il peut faire en croyant séduire, alors qu'en réalité, il produit de la contrainte.